Salut les amis et bienvenue encore une fois sur notre chaîne. C'est Dr Antoine Niungeko, votre coach en entrepreneuriat, recherche et conseil. J'ai un doctorat en entrepreneuriat international et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez conduire une analyse factorielle exploratoire. Souvenez-vous dans la précédente vidéo à rapport avec comment trouver un questionnaire pour votre recherche. Je vous ai dit qu'il est difficile de concevoir un questionnaire par vous-même, qu'il faut essayer de trouver des questionnaires qui ont été validés à l'échelle internationale et essayer de les adapter pour votre étude. Et je vous ai montré les différentes étapes qui conduisent à la validation d'un questionnaire, en commençant par l'analyse factorielle exploratoire, et je vous ai montré aussi qu'après avoir réalisé l'analyse factorielle exploratoire, vous devez aussi réaliser l'analyse factorielle confirmatoire. Donc dans cette vidéo, dans la même vidéo, je vous ai montré les différentes étapes qu'il fallait réaliser pour faire l'analyse factorielle exploratoire. Alors pratiquement dans cette vidéo, je vais vous montrer différentes étapes qu'il devez réaliser pour réaliser justement l'analyse factorielle exploratoire. Nous allons utiliser une base de données qui est dans la librairie Lavan. C'est une base de données en rapport avec ça. Vous voyez, cette base de données. Nous allons essayer de récupérer 9 variables parmi cette base de données et servir ou nous aider à faire la présentation. Mais avec votre base de données, il suffit juste de remplacer les bases de données parce que les commandes R sont identiques, sont les mêmes. Et alors, vous pouvez tester votre questionnaire si vous voulez réellement réaliser votre questionnaire. Alors voilà. C'est parti. Je vais d'abord exécuter cette librairie Lavan. Si vous ne l'avez pas, justement, vous devez l'installer en passant par Tools, Install Packages, et vous tapez le nom Lavan si vous êtes connecté. Alors, vous allez exécuter et installer. Voilà, je vais vous montrer comment cette base de données se présente. Voilà les éléments d'en-tête, comment ça se présente. Mais vous voyez que les données ont été standardisées. Voilà, et puis nous continuons. Et puis, vous pouvez faire une analyse descriptive en exécutant cette fonction pour voir la moyenne, la médiane, etc. Donc, si vous voulez, vous pouvez l'exécuter. Et vous allez avoir des indications en rapport avec l'analyse descriptive de votre base de données. Et puis, vous pouvez aussi réaliser, ça c'est l'analyse descriptive. Vous pouvez aussi analyser le nombre d'observations en exécutant la fonction dim. Donc, voilà, ça vous aide à avoir le nombre d'observations. Voilà, nous avons 301 observations avec 9 variables. Ok, nous continuons. Puis, si vous pouvez aussi tester s'il y aurait des valeurs manquantes. Vous pouvez être intéressé pour identifier justement s'il y a des valeurs manquantes. Parce que quand vous avez des valeurs manquantes, des fois, il y a des fonctions qui ne peuvent pas être exécutées. Vous voyez que nous avons 0 valeurs manquantes. S'il y avait des valeurs manquantes, on pouvait faire la somme de ces valeurs manquantes en utilisant cette fonction. Voilà, ça nous permet de faire la somme des valeurs manquantes. Donc, vous voyez que pour chaque variable, vous voyez qu'il n'y a pas de valeur manquante. Après avoir fait ça, vous devez tester la normalité de votre donnée, surtout quand vous allez faire la requête de barrette de sphérécité. Il faut que vos données soient normalement distribuées. Donc, aussi pour choisir la méthode que vous devez utiliser pour faire la factorisation, la normalité va avoir une influence dans le choix de la méthode à utiliser. C'est pourquoi il faut tester alors la normalité. Je vous ai parlé de cela quand j'ai fait la dernière vidéo en rapport avec comment trouver un questionnaire. Donc voilà, vous pouvez utiliser cette fonction pour identifier les valeurs aberrantes. Donc par exemple, cette valeur-là, qui se trouve à la position 43, 71, 78, 98, 123, 145, 222. Ce sont des valeurs qui sont considérées comme des valeurs aberrantes ou en anglais outliers. Donc voilà, je peux aussi voir pour les autres variables, les valeurs manquantes, plutôt les valeurs aberrantes. Voilà, je change parce que les variables ont été nommées x1, x2 jusqu'à x9. Donc vous voyez que là aussi il y a des valeurs aberrantes. Voilà, je peux aussi faire pour le cas de x3, comme ça, x3. Voilà, voilà, dans x3, vous voyez qu'il n'y a pas de valeur aberrante. Je peux aussi faire pour le cas de x
x4 pour justement détecter les valeurs aberrantes. Voilà. Donc, ainsi de suite. Vous voyez que dans x4, vous voyez qu'il y a des valeurs aberrantes. Ici, ces fonctions de chaque pilote, justement, c'est pour tester la normalité. Si je peux voir si la x1, les données sont normalement distribuées, vous voyez que c'est normalement distribué. Je peux le tester pour x. Vous voyez x2, les valeurs ne sont pas normalement distribuées. Et vous avez vu qu'il y avait beaucoup de valeurs aberrantes. Voilà. x3, là aussi, c'est pas normalement distribué. x4, là aussi, ce n'est pas normalement distribué. x5. Voilà, là aussi, c'est pas normalement distribué. x6. Voilà, là aussi, x6, je vais exécuter. x6, là aussi, c'est pas normalement distribué. x7. Voilà. Vous voyez que d'une façon générale, vous voyez qu'il y a des variables qui présentent des données qui ne sont pas normalement distribuées. Alors, on peut tester aussi avec cette fonction d'une façon globale qui se trouve dans cette librairie. Voilà. Et vous voyez que justement, les données ne sont pas normalement distribuées parce que vous voyez qu'il y a des valeurs. Regardez ici. Il y a des valeurs qui ne sont pas sur cette droite. Celle-ci. Si les données normalement étaient normalement distribuées, toutes les valeurs allaient s'aligner sur cette droite ou tout au moins tout au long de cette droite. Mais vous voyez qu'en réalité, vous voyez qu'il y a des valeurs qui sont très éloignées de cette droite, ce qui confirme le fait que notre données ne sont pas normalement distribuées. Alors, nous continuons. Ici, on peut tester dans le cas justement de l'analyse factorielle. Vous devez réaliser ce qu'on appelle average intercorrelation qui doit se situer entre 0,2 et 0,4, donc 0,20 et 0,40. Donc, je réalise ça. Je vais l'exécuter. Voilà. Vous voyez que c'est 0,26, donc ce qui se situe dans notre intervalle. Donc, ça, c'est bien. Et puis, on peut réaliser aussi item reliability, ce qu'on appelle item reliability. Normalement, on dit que les indicateurs, normalement, on peut trouver entre 0,1 et 0,3 ou 0,10 ou 0,30. Mais si ça dépasse 0,30, c'est que c'est bien, c'est très bien. Ici, vous voyez que c'est good, si c'est juste, c'est acceptable. Mais ici, si ça dépasse 0,3, donc ce qu'on appelle item discrimination indices, donc vous allez voir ça. Je vais réaliser ça. Et puis, on va voir alpha si un item s'est exprimé. On va voir les alpha, le coefficient de Cronbach qu'on aura. Donc, voilà, ici, vous voyez que c'est 0,72, 16, 14, etc. Le item discrimination qui doit se situer entre 0,10 et 0,30. Mais si ça dépasse 0,30 ou moins 0,30, vous avez vu que c'est bien, c'est good. Donc, vous voyez que partout, nous avons des valeurs qui sont au moins supérieures à 0,10, qui est le minimum acceptable. Voilà. Et aussi, vous voyez que nous avons des valeurs qui dépassent 0,3, qui indique cet indicateur bien. Alors, voilà, nous allons commencer à calculer le KMO, Kaiser Meiner Oakland Test, qui nous montre si notre échantillon peut être factorisé, si on a un bon échantillon pour faire la factorisation. Parce que nous sommes dans l'analyse factorielle. Je vais exécuter cette commande, voilà. Donc, ici, nous devons avoir un risque espéré à 0,6. Donc, vous voyez que nous avons 75. Regardez. Le résultat, vous voyez que nous avons 60. Donc, KMO est de 0,75, ce qui est espéré à la norme, qui est de 0,6 pour faire la factorisation. Voilà, nous allons calculer aussi le test d'homogénéité de la variance avec l'hypothèse nulle que l'échantillon a une variance égale. Donc, nous allons rejeter l'hypothèse nulle quand la pi-value est inférieure à 5%. Voilà, je vais exécuter c'était. Normalement, si ces indicateurs-là ne sont pas respectés, on ne réalise pas la factorisation. Surtout le KMO. KMO, s'il est inférieur à 5%, donc il y a un problème qui ne peut pas faire la factorisation. Donc, vous voyez que ce sont des étapes que vous devez réaliser quand vous voulez faire votre questionnaire d'analyse factorielle exploratoire. Donc, ici, vous voyez que la pi-value est supérieure à 1. Donc, l'hypothèse que nos échantillons ou notre échantillon a une variance égale n'a pas été rejetée. Alors, c'est une indication que nous pouvons alors réaliser la factorisation. Maintenant, la question qui se pose, c'est combien de facteurs on pourra avoir dans
nos variables. Puisque nous avons 9 variables, ces variables peuvent être regroupées comment? Donc voilà, on peut utiliser ces différentes commandes, vous voyez ici, mais la corrélation qui est utilisée ici, vous voyez que c'est la corrélation de Pearson, parce que par défaut, normalement, c'est la corrélation de Pearson qui est utilisée. Alors, je vais exécuter toutes ces commandes, vous allez voir le résultat. Et je vais effacer ça. Ici, je me demande comment finalement se trouve dans mes données. Voilà, ou quels sont justement les concepts qui sont mesurés par nos données. Donc voilà, ici, vous voyez que dans mes données, dans la base de données sur laquelle nous travaillons, vous voyez que nous avons au moins trois facteurs. Alors, on peut utiliser avec le screen test, nous avons 3 facteurs. On peut utiliser aussi, puisque les données n'étaient pas normalement distribuées, on peut utiliser justement l'approche de ça, Pearson, pour voir si réellement on aura les mêmes résultats. Voilà, je vais exécuter aussi ces commandes. Vous voyez que nous utilisons parallèle. Ici, peut-être, je vais effacer ça. Voilà. Normalement, je vais refaire parce que j'ai effacé quelque chose. Ici, vous voyez que j'ai effacé la première figure. Et puis, vous voyez que là aussi, nous avons 3. Même quand on utilise la corrélation de Pearson ou de Spearman, vous voyez que nous avons 3 facteurs. Alors, on peut aussi utiliser d'autres approches, comme par exemple en essayant de Principal Axis. Puisque les données ne sont pas normalement distribuées, on peut aussi vérifier si nous avons justement 3 facteurs. Et vous allez voir ce que la machine va nous écrire, le message que nous allons voir ici. Donc, je vais essayer, vous voyez la figure qui se présente, mais vous voyez ici. Parallel analysis suggests that the number of factors is 3. Vous voyez ici le message que nous avons. Je vais effacer tout ça. On va tester une autre approche. Je vais essayer d'effacer ici tout ça. Nous allons utiliser la méthode de minimum residuals. Donc voilà, je vais aussi voir. Vous voyez que je travaille toujours sur la base de données que j'ai récupérée. Voilà. Nous allons voir aussi, ici vous allez voir aussi le message. Pour voir finalement, dans notre base de données, on va tirer combien de facteurs. Donc voilà, vous voyez que toujours parallel analysis suggests that the number of factors is 3. Voilà. On peut aussi utiliser la méthode maximum likelihood. Justement, ici, nous sommes en train vraiment de nous assurer dans notre base de données combien de facteurs on peut tirer. C'est ça que nous sommes en train de faire. Voilà, j'ai exécuté ça. Vous allez voir aussi le message ici en bas. Je vais agrandir. Voilà, vous voyez que là aussi, nous avons 3 facteurs. Donc voilà, nous sommes au moins rassurés que dans notre base de données, on peut tirer à l'aise 3 facteurs. Alors maintenant, on va faire la factorisation en utilisant Promax, qui permet en fait, c'est une rotation oblique, qui permet en fait la corrélation des facteurs. Parce que des fois, les phénomènes de la vie sont tellement corrélés, donc il faut utiliser donc là l'approche Promax. Voilà, je vais exécuter le modèle, la factorisation. Voilà. Je viens de faire le modèle de factorisation. Aussi, je vais alors visualiser les résultats de la factorisation. Je vais exprimer tout ça. Voilà, je vais afficher les résultats. Voilà, j'exécute la commande. Voilà tous les résultats. Voilà, vous voyez qu'il y a beaucoup. Voilà. Ici, vous voyez que pour chaque variable, on voit ce qu'on appelle les loadings ou la corrélation facteur. Vous voyez que par exemple, cette variable, la corrélation à son facteur c'est de 0,15, à son facteur MR3, vous voyez que c'est 62, et à son facteur, vous voyez que c'est 0,01. Voilà. Normalement, puisque ces variables sont corrélées ou ce qu'on appelle les loadings à tous les facteurs, on va retenir ou on va affecter cette variable là où il y a une forte corrélation. Par exemple, ici, vous voyez que c'est ici qu'on a une forte corrélation de 0,62. Cette variable x2, vous voyez ici que c'est 0,02. Ici, vous voyez que c'est 0,53. Ici, vous voyez que c'est moins 14, etc. Ici, vous voyez que c'est
pardon, jusqu'ici, c'est moins 0,14. Ici, vous voyez que là où il y a une forte corrélation, c'est à ML3. Donc, ça veut dire qu'on va mettre ça à ce facteur. Pour X3, vous voyez que là où il y a une forte, ici pour ML1, c'est moins 0,12. Ici, c'est 0,72. Et ici, vous voyez que c'est 0,0. Donc, on va l'affecter ici. Pour 4, vous voyez que ici, pour 4, vous voyez que là où il y a une forte corrélation, c'est 0,84. Alors qu'ailleurs, ici, vous voyez que c'est 0,2. Pour X5, vous voyez que là où, pardon, X5, vous voyez pour X5, vous voyez que là où il y a une forte corrélation, c'est ML1. Ainsi de suite. On va alors affecter chaque variable là où il y a une forte corrélation, ou ce qu'on appelle loadings. En termes techniques, on parle de loadings. Voilà. Au lieu de faire notre modèle, on peut aussi afficher ces loadings ou ces corrélations aux facteurs. C'est cette commande-là, donc loadings. Voilà. Voilà, donc c'est ça qu'on vient de voir, les loadings. Voilà. Et puis l'étape qui suit, c'est de voir ce qu'on appelle les commonalities, la variance qui est expliquée par le facteur, c'est cette commande-là, vous voyez cette commande-là, mais que je travaille toujours sur mon modèle. Normalement, c'est comme, c'est le R carré, le coefficient de détermination, si je peux dire ainsi. Donc voilà, la variance expliquée, donc voilà. Vous voyez ici, c'est 0,41, ici c'est 29, ça c'est 0,52, ici c'est 0,60. Ça, donc c'est ça. Voilà. Les commonalities. Voilà. Et puis, on va procéder, on va sélectionner, puisque nous sommes dans la conception d'un questionnaire, nous allons retenir uniquement les variables et il y a des loadings supérieurs à 0,4. Il y a certains qui disent 0,32, d'autres disent 0,4, d'autres disent 0,5. Donc, il faut voir la littérature pour voir finalement justifier ce qui vous a poussé ou les références qui vous ont poussé à choisir les loadings supérieurs à 0,4. Donc, voilà, je vais afficher les résultats, mais en gardant uniquement, puisque nous sommes dans le développement d'un questionnaire, on va garder uniquement les loadings supérieurs à 0,4. Donc, voilà. Maintenant, vous voyez que c'est bien clair. Alors, vous voyez que ce que je disais, X1, pardon, le X1 et le X1, le X1, X2, X3, vous voyez que finalement, ces deux variables constituent un facteur à part. Et puis, X4, pardon, X4 jusqu'à X6, vous voyez que ça constitue aussi un facteur à part. X7 jusqu'à X9, vous voyez aussi que ça constitue un facteur à part. Alors, jusqu'ici, normalement, qu'est-ce qu'on ferait? On devrait alors sélectionner ces deux, X1, X2, X3 et calculer le coefficient alpha pour ce facteur. Et puis, calculer aussi le X1 ensemble, les deux mis ensemble, calculer l'alpha et voir si réellement l'alpha de ces X constitue espéré à 0,7 parce que pour la fiabilité interne, donc le coefficient alpha doit être espéré à 0,7. Donc on devrait les sélectionner à 4, plutôt 4, par exemple ici X1, X2, X3, on devrait les sélectionner et calculer le coefficient alpha pour voir si réellement ça fait 0,7 ou supérieur à 0,7. Donc on doit faire la sélection. Alors ici normalement on devrait faire ça. Ici, avec justement cette base de données qu'on a, qui se trouve justement dans la vanne, donc je ne parviens pas à sélectionner ça. Non, mais si c'était une autre base de données que vous avez justement importée, c'était facile. Voilà la commande. Vous devez installer dplyr, ça, et puis ça c'est la fonction select. Ici, vous indiquez votre base de données, et puis alors vous sélectionnez les variables, et alors vous appliquez le alpha. En fait, quand je fais la sélection comme ça, chez moi, puisque c'est une base de données qui est en interne, normalement, vous voyez que je ne parviens pas à sélectionner ça. Mais si c'était une base de données que j'avais importée, j'allais juste sélectionner ça et appliquer cette fonction alpha. Mais je vous dis que ce n'est pas possible parce que c'est une base de données qui est dans un package Lavande. Alors ici, on allait faire comme ça. On allait alors tester alpha. Mais ici, voilà la fonction, elle est opérationnelle. Vous voyez, quand je paquet alpha, par exemple, tout l'ensemble, vous voyez que l'alpha total
pour ces 9 variables, vous voyez que alpha c'est 0. Le petit alpha c'est ça, c'est 0,76. Alors que l'alpha standard c'est 0,76. Donc on allait indiquer pour aller les regroupements. On allait regrouper et puis on allait sélectionner 4, 5, 6 et puis calculer alpha et puis 7, 8, 9 et calculer alpha. Donc voilà, on peut faire aussi la figure. On peut visualiser avec une figure. Regardez, je vais vous montrer la figure. Voilà, c'est ça. J'exécute cette fonction-là. Ça. Et vous allez voir la figure ici. Donc voilà. Vous voyez la figure cette fois-ci. Vous voyez, et ça nous montre aussi les loadings ou les corrélations sur chaque facteur. Normalement, ce que vous voyez ici, ce sont les loadings. Ça, les corrélations facteurs. Ça, c'est la corrélation entre les deux facteurs. Voilà. Ici, pour vous montrer que c'est la corrélation du schéma, vous voyez, quand j'exécute la fonction de loadings, vous allez voir que justement, ce sont des loadings, mais qui sont, on a, la machine fait arrondi. Donc, vous voyez que, par exemple, le 0, par exemple ici, le 0,9 ici. Regardez le loadings de, voilà, regardez le loading de 9. Vous voyez que, ici, je commence par le 5. Hein, le 5. Vous voyez que le 5 ici, vous voyez que c'est 0,89. Quand vous arrondissez, vous voyez que vous avez 0,9. Le 4, vous voyez que c'est 0. Par défaut, vous voyez que c'est 0,8. Puisque ça ne dépasse pas 0,85, vous voyez que c'est 0. La machine a arrondi par défaut. Et puis, quand vous regardez 6, vous voyez que c'est 0,8. 6, vous voyez que c'est 0,80. Donc voilà. Le 1, vous voyez que le maximum c'est 0,6. Le 1, pour le 1 ici, ici, vous voyez que c'est 0,6. Le 2, vous voyez que c'est 0,5. Le 2, vous voyez que c'est 0,5 ici. Et puis, donc, 0,8 par exemple, vous voyez que c'est 0,7. 0,8, vous voyez que c'est 0,7. Donc voilà, ce sont les loadings ou les coefficients au facteur. Voilà. Je pense que c'est, voilà. Normalement, c'est fini. S'il faut faire justement votre analyse factorielle exploratoire, donc voilà, on vient de terminer l'analyse factorielle exploratoire. Donc, si on avait une autre base de données, alors on allait tester en faisant l'analyse factorielle confirmatoire. Donc, il faut scinder votre base de données en deux. Une base de données qui va vous permettre de faire l'analyse factorielle exploratoire pour trouver le nombre de facteurs et une autre base de données qui va vous permettre de tester. Donc, c'est une autre base de données qui n'a pas été utilisée dans votre analyse factorielle exploratoire. Donc voilà les amis, c'est comme ça qu'on réalise l'analyse factorielle exploratoire. Si vous voulez réellement concevoir la questionnaire, vous devez réaliser toutes ces étapes. Donc je pense que cette vidéo justement va vous aider dans la construction de vos questionnaires. Si vous êtes intéressé par le développement de nouveaux instruments de mesure, donc c'est comme ça que vous réalisez l'analyse factorielle exploratoire. Et les alphas, c'est ce que vous, quand vous lisez les articles là, c'est comme ça qu'on trouve les alphas. Quand vous dites voilà, on a testé, le coefficient alpha était autant, donc c'est comme ça qu'on fait. Donc voilà, je pense que cette vidéo va vous aider. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de la liker, de la partager. Et si vous n'êtes pas abonné sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner. À la prochaine vidéo. Bye.